Donc, pour la dernière fois aujourd'hui, je vais faire mon petit discours pour ceux qui n'auraient pas encore bénéficié de cette petite prose. Ah, je crois que nous avons perdu Maëla. Est-ce que dans le chat, vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Alors, Céline, vous m'entendez? Bon, très bien. Donc, je crois que nous avons perdu Maëla. Oui, mais Maëla, je suis revenue. Donc, je vous disais, soyez bienvenus. C'est la saturation du réseau à la fin de la journée. Soyez bienvenus au Salon de l'emploi et de la mobilité publique 2025 organisé par la préfecture de région. Qui se fait grâce en fait aux employeurs des 3 fonctions publiques, mais aussi grâce à nos partenaires de l'emploi public. Donc aujourd'hui, c'est la journée en distanciel. Les webinaires sont enregistrés et seront accessibles dans quelques jours sur la chaîne YouTube de la PFRH. Cécile, si tu veux bien changer la diapositive, ça permettra aux gens d'avoir le lien vers la chaîne YouTube. Vous pouvez télécharger ce document qui vous est présenté en cliquant sur la petite fiche grise en bas à gauche de la présentation. Je voulais aussi profiter de ce temps pour remercier nos collègues conseillers mobilité carrière des 3 fonctions publiques qui demain matin organisent des entretiens flash pour des agents qui se sont inscrits sur le projet professionnel ou lettre de motivation et de CV. Et grâce à eux et leur disponibilité, on peut poursuivre ce salon sur cette demi-journée. Et vous dire qu'également, il y a des salons en présentiel dans les départements. Alors là, c'est terminé puisque jusqu'à 16h, il y avait un salon dans le Tarn-et-Garonne, mais vous avez aussi la suite de tous les autres événements dans les départements avec des dates et des lieux. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur ces salons. Ça vous permettra de rencontrer et d'échanger avec les employeurs publics sur de potentiels métiers ou sur votre projet professionnel. Eh bien, on a perdu Cécile. Alors, s'il faut que je fasse la présentation de Cécile. Cécile, es-tu là? Oui, je suis là. J'ai été éjectée, mais je suis de nouveau là. Alors, Cécile, est-ce que tu peux reprendre la main pour activer ta présentation? Oui. Hop. Est-ce que tu as excusé notre Alors collègue? non, pas encore. Je te laisse faire. Merci Maëla du coup pour cette introduction. Bon, j'espère que le réseau va tenir parce qu'on n'est pas au même endroit avec Maëla et moi aussi j'ai l'air d'avoir des petites difficultés techniques en cette fin de journée. Donc le webinaire qu'on vous propose, ce dernier webinaire de la journée s'intitule Soyez prêts pour candidater. C'est très ambitieux, mais on espère qu'à la fin de la journée vous serez un peu plus prêts pour passer à l'action et candidater. Donc on va là surtout parler du CV et de la lettre de motivation et essayer de vous donner quelques principes et outils pour que vous puissiez ensuite mettre en application et candidater sur des offres qui vous intéressent. Donc comme le disait Maëla, je devais co-animer ce webinaire avec notre collègue Christelle Hart de l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Malheureusement, Christelle a eu un impératif personnel, donc elle pourra pas être avec nous aujourd'hui, mais on a co-construit le webinaire ensemble et j'espère porter au mieux la parole de Christelle et vous transmettre ce qu'elle a aussi voulu vous dire à travers ce webinaire. Donc, nous revoilà dans les difficultés. On va faire différemment. Hop, je vais vous partager, ça sera moins pratique, mais la présentation ici, ça sera moins pratique pour moi, mais c'est pas grave. Hop. Ah, alors il y a des difficultés de son, je vois dans le chat. Ouais. Je sais pas si on m'entend bien. Ça coupait un peu, on t'entend mieux. Et okay. Je vais retélécharger le support. T'inquiète pas. Voilà, je te laisse continuer. Super. Donc, au programme, je suis désolée, en plus, on a des travaux au pied du bureau, donc vous allez peut-être entendre aussi les engins de chantier, mais c'est pas grave, on va tout donner en cette fin de journée. Donc, au programme, on va d'abord parler du CV, qui est donc
toujours un outil indispensable pour candidater. On va parler de la forme et du fond. Et puis après, on parlera de la lettre de motivation qui est un outil différenciant. Pareil, on parlera de la forme et du fond de la lettre de motivation. Si vous voulez voir la présentation en grand écran, vous avez normalement en haut à droite des petites flèches qui vont dans tous les sens et vous pourrez grossir parce que parfois je pense que c'est écrit un peu petit, donc ça vous permettra de mieux voir. Alors, avant de préparer votre candidature, on voulait vous dire avec Christelle que c'est important de prendre le temps de faire un retour sur votre parcours depuis la formation initiale et puis reprendre toutes vos expériences, qu'elles soient professionnelles ou extra-professionnelles. Si vous avez fait du bénévolat, si vous avez des activités sportives, de loisirs, etc. C'est vraiment important que vous puissiez faire ce retour-là. Lorsque vous vous intéressez à ce flashback, notez bien tous les éléments qui vous semblent importants, ce que vous avez apprécié, ce que vous avez moins apprécié pour chaque expérience. Et ça a un double intérêt, c'est à la fois de vous connaître mieux, mais aussi de préparer des éléments que vous pourrez ensuite réinsérer dans votre CV ou votre lettre de motivation, ou même que vous pourrez évoquer pendant l'entretien si vous avez la chance d'être retenu. L'idée aussi, c'est d'essayer de dégager un fil conducteur de votre parcours, ce qui fait le squelette de votre parcours. Donc, ce fil conducteur, il peut avoir plusieurs dimensions. On vous a mis un petit exemple. Par exemple, vous avez toujours travaillé dans le secteur de la santé, mais dans différents univers. Par exemple, en tant que secrétaire médical dans le secteur privé chez un médecin généraliste, ou bien dans la fonction publique avec un médecin du travail, par exemple. Mais on note quand même un fil conducteur. Pensez aussi à noter une réussite dans votre parcours, une chose dont vous êtes particulièrement fier et les éléments que vous avez pu apporter, vous, pour contribuer à cette réussite. Donc, par exemple, ça peut être votre sens de l'organisation, votre ténacité, votre capacité à alerter, votre créativité, etc. C'est important pendant une période de transition entre deux emplois de pouvoir revenir sur ces éléments. Ça peut être aidant, ça peut vous faire du bien. J'essaye de te remettre à la fin juste avant, encore avant. Excusez-moi. Voilà. Oups, juste après le programme. Je te redonne la main, comme ça. Vas-y, je te redonne la main. Excusez-nous, c'est les aléas du direct. Les aléas du direct. Hop. T'as la main, t'es un nouveau chef. Super, merci beaucoup. Donc, je vous disais, c'est important de faire ce retour parce que ça peut vous permettre, notamment dans des moments un peu de découragement, d'abattement, où on perd un peu confiance en soi entre deux postes, où on cherche beaucoup de postes et on a beaucoup de refus. Ça peut faire du bien de revenir sur ces éléments et sur les choses qu'on sait faire pour se réassurer dans ses capacités. Maintenant, ce qui nous intéresse particulièrement, donc le CV, donc la forme doit être au service du fond, évidemment, mais la forme, c'est la première chose que le recruteur va voir quand il ouvre votre CV. Donc la clarté et la concision sont essentielles. Je me rends compte que je me suis pas du tout présentée. Moi, je suis conseillère en attractivité et évolution professionnelle, donc j'accompagne des agents en recherche de mobilité dans toutes ces étapes. Et auparavant, j'ai fait du recrutement pendant 4 ans. C'était une de mes casquettes sur mon poste précédent. Et j'ai aussi fait un petit peu de recrutement dans le privé. Donc, je vous parle aussi des deux côtés, du côté recruteur et du côté accompagnant. Et donc, je vous confirme qu'une seule page, si c'est possible, c'est beaucoup mieux quand on est recruteur. Et on le disait tout à l'heure sur un autre webinaire avec France Travail que vous pourrez retrouver en replay. Quand on est recruteur, qu'on reçoit une somme conséquente de CV, on apprécie d'avoir des CV d'une page parce que ça nous permet de trouver rapidement les informations qu'on cherche. Voilà, donc ça c'est une première chose. J'anticipe la question de la photo. Souvent on nous dit photo, pas photo. Alors là c'est vraiment à vous de décider. Par contre, si vous décidez d'en mettre une, ça doit être une photo professionnelle où vous êtes seul,
On évite de mettre le frère, la belle-sœur, la cousine sur la photo, et une photo qui donne envie de vous rencontrer. Donc, on évite les photos trop austères, typiquement la photo d'identité et ses noms. Voilà, il faut qu'on ait envie de vous rencontrer. Et pas de grimace non plus, évidemment. Enfin, je dis évidemment, mais c'est pas évident pour tout le monde. Et pas de filtre. Alors, Snapchat, c'est un peu moins la mode, mais voilà, on a vu beaucoup de filtres Instagram, Snapchat à une période, et bon, pas terrible. Le maillot de bain non plus, on ne fait pas. Maillot de bain non plus, on évite. Le nœud papillon du mariage non plus. Alors, s'il y a un sourire, enfin, si c'est accompagné, bon, pourquoi pas, mais Bastien nous dit la photo Tinder aussi, on évite. Donc, pour vous accompagner dans la forme de votre CV, on vous propose quelques outils. Donc, vous avez Canva, qui est un outil qui a une version gratuite sur lequel vous avez des modèles qui peuvent vous aider à faire des CV un peu sympas. Pensez bien à aplatir le fichier quand vous le téléchargez. Ça permet une meilleure lecture dans les Application Tracking System, ATS, on fait un peu d'anglais aujourd'hui ensemble, qui sont les logiciels de recrutement. Vous avez aussi CV Designer qui est peut-être plus facile de prise en main, à la prise en main, donc n'hésitez pas à aller voir aussi. Et puis, il y a bien sûr des modèles préexistants sur Word qui font très bien le travail. Dans tous les cas, pensez à renommer le CV lors de l'enregistrement, parce que parfois, il m'est arrivé d'avoir des CV avec un intitulé qui est différent du nom de la personne. On ne sait pas pourquoi, parce que peut-être que le modèle a été repris sur quelqu'un d'autre. Du coup, on ne sait plus du tout à qui on a affaire. Et parfois, j'ai vu aussi CV Roger, le vrai, le bon. Bon, du coup, je comprends que c'était sa version définitive qui m'a bien envoyé, j'en suis ravie. Mais si j'avais juste eu son nom, son prénom, ça m'aurait grandement facilité la vie. Pensez aussi à le mettre en format PDF. Comme ça, vous avez moins de risques de problème à l'ouverture du fichier. Ça passe mieux souvent dans les ATS aussi. Le format PDF est quand même privilégié. Et globalement, quand on est recruteur et qu'on ouvre des CV les uns derrière les autres, qu'on les a tous dans notre barre de lecteur PDF et qu'on en a un qui était en fichier Word, il m'est arrivé de nombreuses de fois de finir ma journée, d'avoir traité toutes mes candidatures, d'être en train de fermer mon ordinateur et de me rendre compte qu'il y avait un CV qui s'était ouvert sous Word que je n'avais pas vu. Donc, le PDF est quand même fortement recommandé. Donc, on va passer maintenant, donc on a parlé un peu de la forme, parlons maintenant du fond qui vous permettra de faire une candidature plus efficace. Faites apparaître votre prénom et votre nom de manière distincte, sans que ça tienne la moitié de votre CV, on est bien d'accord. Indiquez éventuellement un intitulé de poste qui correspond à votre recherche et éventuellement à l'intitulé de l'offre à laquelle vous candidatez. Bien trop souvent, on a des personnes qui sont en reconversion professionnelle, ce qui est tout à fait possible. Je prends un exemple peut-être un peu au hasard, mais on peut avoir des comptables qui ont envie de devenir assistants ressources humaines, qui candidatent à une offre d'assistant ressources humaines, mais qui laissent marquer sur leur CV comptable. Bon, moi, je comprends pas si cette personne, elle s'est trompée d'offre, pourquoi elle m'envoie, ça brouille le message, c'est pas clair. Et encore une fois, le recruteur qui a beaucoup de candidatures, il va vite passer à une autre candidature parce qu'il se dit que la personne s'est trompée. Et de la même manière, quand on est déjà fonctionnaire, marquez un grade, par exemple contrôleur des finances publiques. Vous, c'est super parce que ça vous parle beaucoup, mais par contre, toutes les autres administrations, ça leur parle pas du tout. Donc, il vaut mieux mettre un intitulé de poste qui soit lisible par tous. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un résumé ou une accroche qui présente en 2 phrases maximum votre parcours et votre recherche. On évite les citations philosophiques, les atermoiements de tout ordre, mais voilà, vous pouvez dire que vous êtes aujourd'hui fonctionnaire ou en CDD ou en CDI et que vous recherchez tel type de poste à tel endroit, quelque chose de simple mais qui permette aux recruteurs de se projeter rapidement. Si vous êtes fonctionnaire, mentionnez votre niveau de corps et de grade. Si vous candidatez dans la fonction publique, bien sûr, sinon dans le privé, ça n'intéresse personne. Ou même le type de contrat que vous avez actuellement en cours. Si vous êtes en CDD jusqu'à telle date, c'est bien de l'indiquer.
Si vous êtes mobile géographiquement aussi, indiquez votre zone de recherche parce que parfois, quand on est à Toulouse et qu'on reçoit un CV de quelqu'un qui est à Bordeaux, que l'adresse indiquée est à Bordeaux, on se demande un peu pourquoi on reçoit ce CV, alors que si vous indiquez que vous êtes mobile dans telle zone géographique, on comprend mieux. Et quand on est sur des services de l'État qui peuvent avoir des postes à différents endroits, ça peut être aussi intéressant de le préciser. Et enfin, si vous êtes bénéficiaire de la RQTH, vous pouvez le mentionner sur votre CV. Moi, je conseille de le mettre sur le CV. Madame Elisabeth qui t'a posé une question justement. Est-ce qu'elle te dit, est-ce que c'est dans tous les cas ou que quand l'annonce le mentionne? Et je vois qu'on a quelqu'un qui me demande ce que c'est que la RQTH. Reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, pardon. Si vous avez cette reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, moi, la question que je pose toujours, c'est est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes travailleur handicapé? Est-ce que vous avez envie de travailler dans une administration qui ne retiendra pas votre CV parce que vous avez marqué RQTH sur votre CV? Il y a des chances que non, que vous n'ayez pas envie de travailler avec des gens qui vous discriminent sur votre RQTH. Donc, moi, je conseille de le mettre. Comme ça, vous êtes sûr que tout le monde est bien aligné et qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises par la suite. Je pense que ça lève beaucoup de choses et je pense que c'est intéressant de le marquer dans tous les cas sur votre CV. Hop. Donc, sur le fond, on a un certain nombre de rubriques qui sont essentielles. Donc, vos coordonnées qui doivent être lisibles et facilement recopiables. Ça, c'est très important pour les recruteurs qui veulent faire du copier-coller d'adresse mail ou qui doivent vous appeler et taper votre numéro sur leur téléphone. Il faut que ça soit facilement accessible et lisible. Votre formation initiale aussi, c'est important. Alors, notamment si vous êtes actuellement en dehors de la fonction publique et que vous voulez intégrer, le niveau de diplôme, il peut parfois être une condition indispensable dans la fonction publique, donc c'est important de l'indiquer. Vos expériences professionnelles, bien sûr, mais on y reviendra tout de suite après. Vos compétences, notamment si vous maîtrisez des logiciels spécifiques, les langues que vous parlez, les soft skills et les compétences, bien sûr, en lien avec l'offre. On a des rubriques qui sont facultatives, mais qui sont quand même intéressantes, notamment donc, les formations continues qui pourraient être pertinentes avec l'offre d'emploi, et puis les centres d'intérêt, mais ceux qui révèlent quelque chose sur votre personnalité, parce que là aussi, j'ai vu parfois des choses assez surprenantes sur les centres d'intérêt, des choses très poétiques mais qui n'apportent pas grand-chose. J'ai vu par exemple mon épouse ou bien mes enfants. Bon, c'est super, mais je ne sais pas ce que ça révèle vraiment de vous sur votre CV. Alors que si vous faites par exemple un sport collectif ou même si vous aimez, je sais pas, faire un sport individuel mais qui relève du dépassement de soi ou que vous aimez faire de la poterie, on se dit ah bah voilà, cette personne elle a aussi une échappatoire à côté du travail, elle fait des choses, elle prend du temps pour elle. Donc ça peut être intéressant. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Pour mettre en valeur vos expériences professionnelles, petit focus, moi ce que je vous conseille, c'est d'organiser vos expériences de manière antéchronologique, donc l'expérience la plus récente en haut, et puis de préciser bien sûr la dénomination de l'employeur à chaque fois, et si possible, pas avec des sigles. On est dans la fonction publique, il y a beaucoup de sigles, mais moi si je vous dis que je travaillais auparavant à l'INSERM, je suis pas certaine que ça parle à tout le monde. L'Institut national de la santé et de la recherche médicale, là c'est tout de suite beaucoup plus clair. Donc ça c'est important. Explicitez également les missions que vous avez accomplies au cours de chacune de vos expériences, et là encore sans acronyme, parce que voilà, quand on n'est pas de votre environnement, on ne comprend pas, et du coup ça nous apporte pas grand-chose en tant que recruteur. Donc et c'est très important de ne pas mettre juste un intitulé de poste, parce que de la même manière, contrôleur des finances publiques, moi je sais pas ce que ça fait dans la vie, un contrôleur des finances publiques, donc j'ai besoin que vous m'explicitiez un peu vos missions pour que je compare à l'offre que je propose et que je puisse voir si ça colle. Le recruteur, bien souvent, n'est pas un spécialiste des métiers qu'il recrute. Ça, il faut en avoir conscience. À part dans des milieux très spécifiques ou, par exemple, les milieux de l'informatique, vous avez des recruteurs qui sont formés au métier de l'IT et qui sont capables de bien connaître les missions. Vous avez des recruteurs bien souvent dans des administrations qui sont généralistes et qui ne savent pas précisément, qui ne connaissent pas le cœur du métier. Donc, leur faciliter la tâche, c'est toujours mieux.
Quand on manque d'expérience, on peut inclure ses périodes de stage et ses jobs étudiants. C'est pas inintéressant, au contraire, ça montre que vous avez eu envie de vous professionnaliser tôt, donc c'est intéressant pour les recruteurs. Et à l'inverse, quand on a beaucoup d'expérience, il faut essayer de synthétiser les expériences qui sont les moins pertinentes au regard de l'offre visée. Le poste que vous avez eu il y a 20 ans au début de votre carrière, qui avait rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui, c'est peut-être pas utile d'indiquer point par point les missions que vous avez effectuées. Vous pouvez peut-être mettre juste l'intitulé. Là, pour le coup, je me contredis un peu, mais comme ça n'a pas forcément de rapport, vous mettez juste l'intitulé, les dates, et voilà, on voit qu'il n'y a pas eu de rupture de date dans votre parcours. Et on se focus sur les expériences les plus intéressantes. Le CV, donc. Avant de postuler, une fois qu'on a fait tout ça, on vérifie que l'ensemble des informations qu'on a sur notre CV soient bien à jour. Et puis que nos dernières expériences soient bien prises en compte. Si on reprend le CV d'il y a 15 ans, forte chance que ce soit plus très à jour et pas très intéressant pour le recruteur. Et puis, en fait, ça peut même carrément laisser entendre qu'il y a eu un trou dans votre CV. Si la dernière expérience s'arrête en 2021, on va se dire, ça veut dire que cette personne n'a pas travaillé depuis 2021. Peut-être que c'est juste que vous n'avez pas remis votre CV à jour et ça, c'est problématique. Personnalisez votre CV pour le poste pour lequel vous candidatez. Donc là, les collègues en ont parlé tout à l'heure sur le webinaire sur comprendre une offre d'emploi. C'est bien de moduler l'intitulé de votre CV, de moduler les compétences, de pouvoir les adapter un minimum. Voilà, elles ont parlé beaucoup de compétences transférables, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même bien que le recruteur puisse se retrouver rapidement. On a parlé des formations, etc. Et donc, vous allez sélectionner les informations qui sont les plus pertinentes au regard des attendus du poste. N'hésitez pas à faire relire votre CV, notamment pour l'orthographe ou pour les fautes de frappe, parce que parfois on le lit, on le relit tellement qu'on se rend plus compte en fait des petites erreurs qu'on a laissées passer. Et puis faites-le relire par quelqu'un qui ne travaille pas dans votre domaine pour voir si la personne comprend ce que vous avez voulu dire, et ça vous fera un bon indicateur. Et ça vous permet aussi d'avoir un regard objectif du coup sur la lisibilité complète du document. Et si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser l'IA pour vérifier que votre CV passe le filtre de ces fameux Application Tracking System dont on parlait tout à l'heure, qui sont les petits logiciels de récolte des candidatures. Donc bien sûr, c'est pas utile si vous candidatez directement par mail, parce que là, vous avez aucun doute que c'est un humain qui va lire votre CV derrière, mais vous pouvez mettre dans l'IA votre CV anonymisé et l'offre d'emploi et lui demander tu es une application tracking system, peux-tu me dire le pourcentage de chance que mon CV passe tes filtres, quelles sont les compétences qui sont intéressantes pour le recruteur, etc. Hop, je vois qu'il y a une petite question dans le chat par rapport si on a un trou de 6 ans pour élever des enfants. Vous pouvez mettre mère au foyer, père au foyer, vous pouvez l'indiquer sur votre CV. C'est toujours un plus, en tout cas. Ça permet de lever cette question dès le CV. Comme ça, le recruteur se fait pas des films, il se dit pas tiens, cette personne elle a été en prison pendant 6 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Vous mettez que c'est vous avez été parent au foyer, il y a aucune difficulté là-dessus. Parlons maintenant de la lettre de motivation. Donc la lettre de motivation, c'est un outil qui doit être différenciant. On vous a noté quelque chose que Christelle a dit et qui me paraissait très juste quand on préparait ce webinaire. C'est que la lettre de motivation, elle va donner de l'épaisseur et une couleur particulière, et la couleur particulière, de votre parcours. Elle va donner de l'épaisseur à votre CV. La lettre de motivation ne doit pas être une redite de votre CV. Moi, alors un bon CV, il doit se suffire à lui-même. Maintenant, si je vais ouvrir votre lettre de motivation, c'est qu'il y a des choses que j'ai pas tout à fait compris dans votre parcours, que j'ai envie de savoir et j'ai envie de les retrouver dans la lettre de motivation. Alors, pour ça, on va s'intéresser donc encore une fois tout d'abord à la forme de la lettre de motivation. Ça reste un document très codifié, donc c'est la forme classique d'une lettre administrative. Donc là, pas de difficulté, n'importe quel logiciel de traitement de texte vous permet de le faire.
Donc, en haut à gauche, vous avez le pavé état civil et adresse qui doit bien sûr être identique à celui qui figure sur votre CV, sinon on ne comprend plus rien. Mettre ensuite à qui la lettre est adressée, donc Madame X qui est chargée de recrutement, voilà, ou Monsieur Truc qui est le responsable du poste. La date, évidemment, et puis l'objet, donc candidature à, et là vous mentionnez la référence ou l'intitulé de l'offre d'emploi. Comme ça, on est sûr que là encore, on a bien affaire à une personne qui candidate bien sur cette offre d'emploi et pas sur une autre. La lettre de motivation, là encore, c'est une page maximum. Elle doit être la plus courte et la plus précise possible et écrite en paragraphe pour que ce soit plus lisible pour le recruteur. Elle doit être écrite à l'ordinateur. On a eu la question tout à l'heure sur le webinaire précédent. Est-ce qu'il faut qu'elle soit manuscrite? Moi, je dirais il faut qu'elle soit écrite à l'ordinateur. C'est beaucoup plus lisible pour le recruteur qui est un peu fatigué en fin de journée. Parce que si vous lui faites une lettre de motivation manuscrite, que vous lui scannez ensuite, il y a de grandes chances que le scan soit pas très bon, qu'il ait du mal à vous relire. Donc, et puis vous montrez votre maîtrise des outils bureautiques. Donc ça, c'est super. Justifier les marges, c'est mieux. Et puis, vous signez la lettre, soit avec une signature numérique, soit en mettant votre nom et votre prénom. Maintenant, la manière de construire la lettre de motivation, alors là, il y a plusieurs écoles. Encore une fois, que ce soit sur le CV et la lettre de motivation, vous avez autant de manières de faire que vous avez de recruteurs. On a tous un peu nos petites marottes de recruteurs. Donc moi, les personnes que j'accompagne, je leur donne des conseils, mais qui sont très propres à la manière dont moi j'aime lire les candidatures, je pense. Je pense que Maëla, quand elle accompagne des agents, elle leur donne peut-être encore d'autres des conseils un peu différents. Mais voilà, c'est pas une vérité absolue. On essaye de vous présenter des choses qui puissent vous guider un petit peu. Et sur la lettre de motivation, on observe deux grandes façons de la construire. La première proposition, c'est vous, moi, nous. Et la deuxième proposition, c'est moi, moi, moi. Ça fait un peu égocentré dit comme ça, mais on va y revenir. Donc, sur la proposition vous, moi, nous. Donc, le vous, c'est l'administration, le service où vous postulez, ou l'entreprise si vous envisagez une reconversion dans le privé. Donc, vous devez en une phrase ou deux exprimer la connaissance que vous avez de cette administration et votre intérêt pour elle. L'inconvénient majeur de cette méthode et de ce premier paragraphe, c'est que le recruteur, lui, il connaît le lieu où il travaille. Donc là, il va plutôt chercher, en général, pendant l'entretien de recrutement, il va chercher à voir ce que vous connaissez du service, de l'administration, la représentation que vous en avez, les questions que vous vous posez, etc. Donc ça sert à rien de faire une tartine sur vous êtes un super service de voirie qui s'occupe des routes dans tous les départements. Enfin bon, ça sert à rien d'en faire des caisses. Le recruteur, lui, il sait où il travaille. Alors attention quand même à pas faire des contresens et à pas se tromper d'administration. Et notamment à l'entretien, ça peut être très discréditant puisque donc je vous le disais tout à l'heure, ça n'est pas un secret. Je travaillais à l'INSERM auparavant, donc un service de recherche médicale. Et quand on a demandé aux candidats ce qu'ils connaissaient de l'INSERM, il nous a dit mais vous êtes un institut de statistiques. Alors non, ça c'est l'INSEE. Ça ressemble beaucoup, mais c'est pas nous. Ça peut être hyper discréditant et très compliqué pour le candidat ensuite de revenir. Donc, c'est pour ça que c'est quand même intéressant cette partie de la lettre de motivation, parce que ça vous permet de faire des petites recherches quand même. Si vous êtes rappelé après, ça peut être bien. Dans cette partie-là, vous pouvez notamment préciser si vous avez été en stage dans la structure ou si vous avez effectué une période d'immersion professionnelle ou un contrat de travail. Et moi, ce que je vous conseille, c'est surtout de mettre en relief ce qui vous attire dans la structure. Pour le moi, donc là, l'idée, c'est de mettre en lumière une ou deux actions significatives de votre parcours qui sont en lien avec le poste visé ou l'environnement de travail. Les petits conseils qu'on voulait vous donner avec Christelle, c'était d'abord de vous appuyer sur vos expériences, sur ce que vous avez fait, en rapport toujours avec le poste où vous allez candidater. Donc, s'il s'agit d'un poste, par exemple, où il sera nécessaire de gérer un budget de 2 millions d'euros et que vous avez de l'expérience d'une gestion budgétaire moindre, en une phrase, vous pouvez évoquer les outils que vous avez utilisés pour la gestion de budget, le travail de coordination, etc.
Vous pouvez également penser aux compétences transversales. Par exemple, un enseignant-chercheur qui souhaite se reconvertir sur un poste administratif, il a une capacité à aller chercher de l'information, à la classer, à analyser un grand nombre de données, à repérer des sources. Donc, c'est forcément très intéressant pour le poste qu'il vise. Et pensez également aussi aux compétences transférables. Par exemple, si j'ai su faire ça dans tel contexte, je saurais aussi le faire dans ce contexte. Par exemple, si j'ai su créer et animer un réseau d'assistantes maternelles, je saurais créer et animer un réseau d'habitants dans un centre social. Maintenant, le nous. Donc là, vous pouvez évoquer ce que vous pensez pouvoir apporter utilement à l'organisme où vous postulez. Donc là, c'est plutôt la manière dont vous allez vous projeter sur le poste, dire, et montrer la connaissance que vous avez des missions, en tout cas la manière dont vous avez compris les missions. Donc cette partie-là, elle est pas du tout à éviter, et c'est pas je vais vous apporter mon dynamisme et ma motivation. On n'en peut plus. Si vous candidatez sur des offres, on espère que vous soyez dynamique et motivé, c'est la moindre des choses. Sinon, on se doute bien que vous n'auriez pas candidaté. Moi, je peux plus, c'est 2 mots que je ne veux plus voir dans les candidatures. Si vous ne devez retenir qu'une chose aujourd'hui, plus de dynamique et motivé dans les offres. J'espère que vous en retirerez un peu plus de tous ces webinaires, mais voilà. C'est une forme, donc le vous, moi, nous, c'est une forme de lettre de motivation qui existe depuis très longtemps et qui est encore tout à fait admise aujourd'hui. Pour ma part, je suis plutôt partisane d'une seconde forme de lettre de motivation qui est le moi, moi, moi. L'idée, en fait, c'est que vous pouvez construire cette lettre de motivation soit dans la linéarité du temps, en expliquant ce que vous avez fait par le passé, ce que vous faites actuellement et ce que vous souhaitez faire dans le futur. Donc, par exemple, dans le passé, j'ai fait ceci, cela. Sur mon poste actuel, je fais ça. Et aujourd'hui, maintenant, je souhaite développer telle compétence ou travailler au service de tel type de population. Et c'est pour ça que je candidate à votre offre. Vous pouvez aussi la construire à partir de thématiques en illustrant quelques compétences clés qui sont attendues sur le poste. Ça peut être intéressant. Et bien sûr, des compétences que vous n'auriez pas forcément mises en avant dans votre CV. L'idée, encore une fois, c'est pas de faire de la redite, c'est de venir compléter. Et là, donc, vous pouvez illustrer avec des exemples. Donc, un paragraphe par compétence. Et moi, ce que je trouve très, très intéressant dans la lettre de motivation, c'est de pouvoir expliquer votre souhait de changer d'environnement professionnel. Donc, c'est pas toujours évident, mais je trouve que c'est nécessaire parce que, parfois, on a des sauts, des grands écarts entre 2 métiers, entre 2 environnements professionnels. Et ça, le recruteur, il a besoin d'être rassuré. Aujourd'hui, on est dans un contexte, vous le savez, un contexte budgétaire, un contexte de travail qui est complexe. Et quand on recrute des agents, c'est pas pour les voir partir dans les 2 mois qui suivent. Une fois qu'on a bien investi dans leur formation, on n'a pas envie de voir les gens partir. Donc, le recruteur, il a besoin d'être rassuré et de savoir que vous êtes sûr de vous sur votre reconversion, par exemple. Donc, ça, c'est important de l'expliquer dans votre CV, de dire, alors vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails, vous n'êtes pas obligé de dire que c'est parce que ça se passait très très mal dans le service où vous étiez, que vous n'en pouviez plus. Vous pouvez tourner les choses de manière un peu plus positive, mais en tout cas c'est important pour le recruteur d'être rassuré. Et de la même manière, moi je conseille souvent de débuter la lettre de motivation en disant actuellement fonctionnaire de catégorie B. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans votre corps et votre grade parce que ça, les corps et les grades sont très très différents à l'état d'un ministère à l'autre, d'une fonction publique à l'autre, mais la catégorie, elle est commune à tout le monde. Donc, vous pouvez préciser fonctionnaire de catégorie A, fonctionnaire de catégorie B, ou bien, comme je vous le disais, actuellement en CDD jusqu'à telle date, ce qui explique pourquoi vous candidatez sur une nouvelle offre. Moi, je conseille de le mettre dès le début, comme ça, on lève un certain nombre de questions. Et de la même manière, sur la question du trou de 6 années pour élever des enfants, vous pouvez aussi expliquer ce choix que vous avez fait dans votre lettre de motivation. L'idée, encore une fois, dans la lettre de motivation, on ne se justifie pas, on explique et on rassure le recruteur.
Enfin, ce qu'on voulait vous dire avec Christelle, c'était de ne pas complexer. Les conseils qu'on vous a mis sur la présentation, ils sont destinés à vous aider pour améliorer vos candidatures, mais ce ne sont pas des règles obligatoires que vous devez appliquer à la lettre. Comme je vous le disais, autant de recruteurs, autant de marottes et de manières de faire des candidatures. L'idée, c'est plus de vous guider. Quand ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de candidature, on ne sait pas trop par où commencer. Donc voilà, surtout, soyez indulgents envers vous-même. Candidat, c'est pas un métier, et ça, les recruteurs le savent bien. Enfin, pour vous aider donc et pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez donc tout d'abord faire appel à votre conseillère mobilité carrière si vous êtes fonctionnaire et que vous en avez dans votre structure. Vous pouvez aller sur la rubrique conseil du site Choisir le service public qui vous donne aussi un certain nombre de grands items, de grandes idées pour mieux réussir votre candidature. Vous avez le guide Agir pour son projet de mobilité professionnelle de la DGAFP qui est très bien fait. Il commence à dater un peu maintenant. Il date de 2020, mais il y a beaucoup de conseils qui sont très utiles. Vous avez aussi le site Emploi Store de France Travail qui est une mine d'or. Pour les agents de la fonction publique d'État, vous avez des ateliers rédiger son CV et sa lettre de motivation qui sont très régulièrement proposés par de nombreuses administrations. Vous pouvez vous inscrire sur Saphir. Pour les agents de la fonction publique territoriale, vous avez des ateliers CV, lettres de motivation et entretien de recrutement proposés soit par le CNFPT, soit directement par les centres de gestion. Et puis pour les agents de la fonction publique hospitalière, vous avez toute l'offre de formation de l'ANFH et vous trouverez aussi très certainement votre bonheur. Et j'arrive au bout de cette présentation aujourd'hui. Merci beaucoup, Cécile. Alors, il y a eu déjà des petites questions qui sont apparues dans le chat et nous avons toujours 60 participants à ces dernières minutes de cette journée de webinaire. Si vous avez des questions que vous souhaitez poser à Cécile, comme on est 60, on veut bien que vous les posiez dans le fil de discussion pour que ce soit plus facile. Cécile, je vais reprendre la main si ça t'embête pas. Oui. Peut-être juste pour dire que là, on a fait un format très condensé et on a fait le choix de remettre ensemble les conseils sur le CV et la lettre de motivation. Mais sur la chaîne YouTube de la PFRH, vous retrouvez les webinaires des années précédentes et il y a eu des webinaires entiers sur le CV, sur la lettre de motivation. Et encore une fois, vous trouverez des petites formations qui pourront aussi vous aider à aller plus loin sur ces thématiques-là. Avant qu'on se quitte, je vais faire le petit rituel du sondage pour ceux qui en sont à leur 9e webinaire. Ce sera donc votre 9e sondage. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que les questions sont toujours les mêmes. Alors, comme c'est fait à la main, ça prend un petit peu de temps, mais j'essaye de meubler. Je vois vos retours. Merci à vous d'être toujours présents. Je ne trouve pas où est la présentation à télécharger. Pouvez-vous m'indiquer où la trouver, s'il vous plaît? Alors, c'était pas la présentation qui était à télécharger, c'était juste la petite diapo. Ah oui, tout à fait. C'est la petite diapo avec les dates. Vous avez la petite flèche en bas à gauche. C'est vrai qu'on aurait pu mettre la présentation. Je ne sais pas si c'est possible encore à ce stade. Oui, je peux le faire. Je vais le faire. Tu veux que je le fasse peut-être pendant que tu... Non, parce que tu peux pas. Il faut avoir là. Il faut être chef. Faut être chef. J'attends. Si vous voulez avoir l'accès à la présentation que je vous ai diffusée, restez encore quelques minutes si vous pouvez. Ça y est. Elle est disponible. Du coup, hop, ça. Vous avez la petite flèche en bas à gauche. Vous voyez télécharger la présentation. Je vais le faire en même temps que vous pour voir si ça fonctionne. Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez la récupérer par ce biais-là et vous pourrez reprendre connaissance tranquillement. C'est vrai que j'ai fait un peu le TGV là sur cette présentation de fin de journée. Vous aurez le temps de... Oui, on avait que 40 minutes, donc c'est vrai que c'était pas forcément facile. Et pendant que tu poursuis les questions du sondage, je vais répondre à Madame Elisabeth sur la question de la RQTH. Oui, c'est une question qui reste sensible. La reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, vous allez entendre de nombreux sons de cloche.
voilà, moi, ce que je dis toujours, encore une fois, aux personnes que j'accompagne, c'est que certes, vous êtes en position de candidat, mais en fait, candidater à une offre d'emploi, c'est une rencontre entre un employeur et un candidat. Le candidat va autant choisir son employeur que l'employeur va choisir la personne qu'il va recruter. Donc pour moi, c'est important que ce soit précisé sur votre CV parce que un candidat qui va, une administration ou une entreprise qui va vous discriminer et qui ne va pas retenir votre candidature parce qu'il y a marqué RQTH dessus, je pense pas que ce soit un environnement bienveillant dans lequel vous avez envie d'évoluer. Et au contraire, ça risque d'être problématique quand vous allez dire, en fait, j'ai besoin d'un aménagement de poste. Peut-être que l'employeur il sera pas très content et que les difficultés vont apparaître à ce moment-là. Et peut-être qu'il vaut mieux que vous ne soyez pas rappelé parce que vous aviez marqué RQTH sur votre CV, plutôt que vous soyez recruté, qu'on mette fin à votre période d'essai ou que vous entriez en conflit avec votre employeur. Enfin, pour moi, vous avez tout à gagner à l'indiquer dès votre CV, quitte à mettre RQTH sans aménagement de poste ou RQTH avec aménagement matériel minimum. Je ne sais pas comment vous voulez le mettre. Et donc, Madame Elisabeth, vous avez l'air tout à fait d'accord avec moi. Puisque vous avez une expérience très négative en cours d'entretien. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est mieux de le mettre sur le CV, comme ça au moins, c'est clair. Je vois qu'on a une personne qui a du mal à trouver la présentation. Donc, en fait, là, sur votre écran, vous avez la diapo. Et en bas de la diapo, vous avez une petite flèche. Elle est discrète ici, en bas à gauche. Donc, vous cliquez dessus et ça vous télécharge automatiquement. Vous voyez mon crayon. Ici, on voit ton crayon. Là, c'est là. Voilà, je vois que Mallory était en train d'écrire. J'espère que Mallory, vous avez pu le voir. Voilà, c'est bon. C'est parfait. Et donc, vous pouvez continuer de répondre aux questions. Ça y est, c'est fini. C'est terminé. C'est parfait. On n'a plus qu'à vous remercier. Merci de votre présence aujourd'hui et de votre participation jusqu'au bout des webinaires. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. On vous souhaite plein de réussite dans vos candidatures. Voilà, et n'hésitez pas à aller voir d'ici quelques jours la chaîne YouTube de la PFRH. Vous aurez les replays si vous avez raté certains webinaires. Et puis, peut-être à bientôt. Voilà. Merci Cécile d'avoir assuré cette présentation toute seule avec une petite pensée pour Christelle aujourd'hui. Je vais mettre fin à l'enregistrement et vous souhaiter à tous une très bonne fin de journée. Merci.